きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 C'est parti. On se retrouve pour un nouveau manga no flop, mais un hors-série, un spécial Taiyo Matsumoto. Mais disons-le, je me complique quand même un peu la vie, car si à l'origine je souhaitais m'attarder sur le manga Number 5 de Taiyo Matsumoto, lors de la dernière vidéo des rééditions manga no flop, je me suis très vite dit que je ne pouvais pas me contenter de Number 5, qui malgré les ventes cumulées de la licence et de ses éditions, n'atteignent même pas les 1K sur Manga Collect. Aujourd'hui, seules les rééditions d'Amer Béton et Ping Pong ont passé ce cap, déjà parce qu'elles jouissent d'une édition prestige de qualité chez Delcourt Tonkam, mais aussi parce que le bouche à oreille des réseaux sociaux a été au service de ces deux titres, sans oublier que ces deux titres ont eu une adaptation animée. Alors bien sûr, j'ai tout lu, tout vu, signé Taiyo Matsumoto. Néanmoins, mon plus grand regret est de ne pas avoir assisté à l'exposition qu'il y a eu au Festival international de la BD d'Angoulême. Par contre, je me suis très vite procuré son catalogue d'exposition que je considère peut-être comme un des plus beaux et des plus passionnants bouquins que je possède sur le registre de l'enfance, un thème récurrent chez le mangaka. Aujourd'hui, le catalogue est en rupture de stock, je plains ceux qui sont passés à côté, certains doivent encore s'en mordre les doigts. Dites-vous que c'est comme un super artbook avec une mine d'infos sur les travaux de l'auteur. Voilà, et pourtant il sera resté disponible un bon moment. Dites-vous que le catalogue de Shigeru Mizuki, lui, est parti en 2 jours. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais beau être un fan absolu de l'auteur, trop de personnes passaient encore à côté de ses œuvres. Alors la question se pose, est-ce que c'est à cause de ses partis pris graphiques, de ses dessins si atypiques et si singuliers? Sûrement, je ne saurais le dire. Par contre, dans cette vidéo, je vais prendre le temps de m'attarder sur chacune de ces œuvres qui mériteraient toute votre attention et surtout de pas flop. On a quand même la chance que la passion guide aussi les choix éditoriaux de Delcourt Tonkam et Kana, parce qu'il ne faut pas se voler la face, les chiffres de vente sont faibles. Alors que nous disposons de la quasi-intégralité de ces œuvres en France, seuls les mangas Zéro et Printemps Bleu n'ont toujours pas de réédition annoncée, mais qui sait? La réédition du recueil des histoires courtes Frères du Japon a été récemment annoncée dans la collection Prestige de Delcourt Tonkam pour 2025, alors qui sait-on jamais? Si les ventes sont au-dessus de leurs attentes, peut-être que finalement ils se motiveront à rééditer son manga Printemps Bleu, son autre recueil d'histoires courtes, mais à la sauce Furio. Voilà. Et si Pika constate que Tokyo ces jours-ci, le dernier titre de Taiyo Matsumoto, se trouve un nouveau public, peut-être qu'ils seront tentés de faire une réédition de Zéro, son manga sur la box, aux côtés du manga Blue Corner de Jiro Taniguchi, faisant lui aussi partie de la collection Pika Graphics. Enfin voilà, vous avez bien compris mes motivations, j'ai beau posséder tous les titres du mangaka, parfois même en doublon selon l'édition, je désire que tous ceux qui hésitent encore à se lancer sautent le pas, que les lecteurs francophones fassent enfin honneur à cet artiste, et que nous récompensions les maisons d'édition qui auront agi par passion avant de penser au bifton. L'intro est bien trop longue, je l'admets, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, avec un titre qui pendant longtemps fut l'un de mes préférés de l'auteur, mais qui est perçu peut-être comme une des licences du maître la moins facile d'accès pour qui souhaite découvrir Taiyo Matsumoto. Mais permettez-moi d'émettre des nuances, on commence donc avec le manga Number 5. À l'origine, il est paru chez Kana dans une édition grand format souple et une jaquette illustrée de magnifiques dessins couleurs du mangaka. Aujourd'hui, on peut aisément considérer cette collection en 8 tomes comme une édition de luxe, car en plus d'un papier de qualité, cette édition disposait de pages couleurs de l'auteur. C'est pas juste pour coucher des cases, celle-ci apporte un véritable plus à l'œuvre car la colorisation sublime un dessin qui s'inspire et rend hommage aux travaux d'un des plus emblématiques dessinateurs de SF qu'est Moebius. Cela se voit à travers certains détails dans les décors, qui sont mis en évidence grâce à la colorisation. Et Cocorico, Moebius est le pseudo de Jean Giraud, un dessinateur qui a marqué son époque et qui est connu et reconnu à l'international. Il aura fait de nombreuses collabs avec des noms bien connus du grand public tels que Jiro Taniguchi pour le manga et Stanley
pour le comics, pour ne citer que. Je peux donc que vous conseiller de trouver cette collection à bon prix en occasion, ou alors de vous diriger sur la version numérique de cette collection, qui pour le coup vaut vraiment le coup. Parce que vous avez bien compris, cette édition en 8 tomes n'est plus disponible dans le commerce. Néanmoins, Kana a proposé de réunir les 8 tomes dans 2 intégrales, au format moyen et à la couverture rigide. Alors oui, la qualité du papier est moindre, fini les jaquettes avec une illustration continue de la première à la 4e de couverture, et fini les pages couleurs intégrées dans le récit. Quelque part c'est triste, mais d'un autre côté, c'est mieux que rien, car le prix de ces intégrales est économiquement une très bonne affaire. Alors dans un premier temps, je vous disais que ce titre était perçu comme pas la meilleure porte d'entrée dans l'univers de Taiyo Matsumoto. Déjà par ce parti pris graphique, en hommage à la BD tel qu'il s'inspire de Moebius, et parce qu'on est dans un récit de SF, ce qui est pourtant un terrain artistique enclin à plaire à un plus large public, donc autant aux lecteurs de franco-belge que de comics en vrai. Mais ce qui doit en dérouter plus d'un, dans un premier temps, c'est la narration si particulière de Taiyo Matsumoto, qui nous plonge dans un univers qui nous est d'abord inconnu, puis dont on suit les événements en cours, avec un lore qui nous sera révélé qu'étape par étape. Et il me semble que le premier souci qui apparaît pour n'importe quel lecteur, c'est qu'au début il est difficile de savoir qui est qui. Et ce, déjà à cause des numéros qu'incarnent les Numbers. Commençons par le commencement. Number 5, c'est le nom du protagoniste principal, un des meilleurs assassins de ce monde. Sa spécialité est le tir à longue distance, c'est un sniper, il est tireur d'élite au sein du Conseil Rainbow, une organisation armée pour la protection de la paix. Et l'histoire débute vraiment lorsqu'on comprend qu'il s'est retourné contre le Conseil Rainbow et ses assassins en épargnant la vie de sa cible, la jeune Matryoshka. Dès lors, il prendra la fuite avec elle afin de la protéger, tout en sachant que les autres numéros de l'organisation vont les prendre pour cible. Il me semble donc que la première difficulté du lecteur qui tente de s'immerger dans le récit, c'est de mettre une tête au numéro. Voilà, chaque tueur se fait appeler par un numéro de number 9 à number 1. Et une fois qu'on a assimilé ça, tout devient plus simple. Le désarroi des lecteurs est voulu par le mangaka, qui s'amuse à déstructurer le récit, justement pour qu'on prenne plaisir à découvrir tous les tenants et les aboutissants. Que ce soit à travers les flashbacks, mais aussi les liens qui se forment avec l'apparition des Numbers. On assiste donc à la confrontation de Number 5 face au meilleur tueur de son ancienne organisation. Puis dans un second temps, on comprend les ramifications avec un personnage dans un drôle d'accoutrement qui se fait appeler Papa. Il est celui qui contrôle l'organisation avec des Numbers qui sont tous plus originaux les uns que les autres, que ce soit dans le style, les costumes et leur pouvoir. Alors je ne dis pas avoir compris toutes les subtilités du récit lors de ma première lecture, de ce que je considère être un chef-d'œuvre du mangaka. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en en parlant avec d'autres, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément tous le même niveau de lecture. Que les messages sous-jacents délivrés par le récit pouvaient être différents d'un lecteur à un autre, et c'est aussi ça qui rend cette lecture si riche, car on prend un véritable plaisir à relire ce manga, mais avec une nouvelle approche. Déjà dès le début d'une potentielle relecture, tout nous paraît plus clair, et ce qui s'apparente à une récompense dans l'investissement qu'on porte à cette œuvre. Bien évidemment, je ne vous en dirai pas plus quant à savoir pourquoi Number 5 a épargné cette femme, quitte à se retourner contre ceux qui s'apparentaient le plus à sa famille, les aspects politiques, le rôle de l'armée pour maintenir la paix, les expériences scientifiques, les super pouvoirs, l'influence des médias, tout y passe, mais quelque part, on reste encore à la surface des thèmes abordés. L'univers est riche et mystique avec ce côté un peu onirique d'un futur fantaisiste, qui au final est plus proche de notre société qu'on ne le croirait au premier abord, avec ce rapport aux médias et de faire des stars les Numbers. Je suis persuadé que si vous aviez d'abord eu du mal avec le dessin de Taiyo Matsumoto, au cours du récit, vous allez prendre toute la mesure du talent de cet homme pour la composition. Les scènes d'action sont vertigineuses, ceux qui ont déjà lu des œuvres telles que Ping Pong ou Amer Béton connaissent déjà les qualités de Taiyo Matsumoto dans le découpage et le dynamisme qu'il donne à ses planches. Ces dernières
sont ornementés de plein de petits détails qui jouent avec les chiffres et leurs définitions en japonais, des animaux et des végétations bizarres qui enrichissent toujours plus cet univers si particulier de l'auteur. Taiyo Matsumoto, c'est essayé à la SF et c'est une claque. Il nous démontre qu'il maîtrise un nouveau style qui diffère nettement de ses œuvres précédentes. Il y a une nouvelle maturité dans son trait qui ne fera qu'évoluer dans les titres à venir. Oui, lire du Taiyo Matsumoto, c'est un investissement payant. Peut-être que vous regarderez votre intégrale avec culpabilité sur votre pile à lire après l'avoir acheté, mais le jour où vous prendrez le temps de le lire, vous vivrez une expérience unique et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière car vous aurez connu l'éveil. Je ne suis pas en train de dire que lire du Taiyo Matsumoto c'est un truc d'élitiste. Au contraire, comme je vous l'ai dit plus tôt, les niveaux de lecture sont multiples avec ce manga. Mais que contre toute attente, Number 5 pourrait être un excellent pont dans les œuvres du mangaka entre ce qui précède Number 5 et ce qui le succède. Dans tous les cas, si vous avez déjà lu Amer Béton ou Ping Pong, vous avez largement les armes pour prendre votre pied avec Number 5. Dans le cas contraire, où vous commenceriez avec Number 5, j'aime penser qu'au final, ce n'est pas une si mauvaise porte d'entrée pour découvrir Matsumoto Sensei, que vous veniez du manga, du comics ou du franco-belge. En vérité, si je me fie au retour qu'il y a autour de moi, le manga de Taiyo Matsumoto qui semble être le plus difficile d'accès se révèle être son manga Éveil. Pourtant, encore une fois, il a tout pour lui. Il bénéficie d'une édition grand format similaire à une BD, de plus il est pas bien épais. Voilà, puis l'illustration de la jaquette de cette version française est tout bonnement superbe. À savoir que lorsque vous l'ôtez, vous découvrez qu'il y a la véritable couverture japonaise. Voilà, qui est aussi tout aussi somptueuse. Je vais être totalement transparent avec vous. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre quelque chose lors de ma découverte du titre. Les planches sont parfois surchargées de détails. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui, à quel personnage appartient tel nom. Le mangaka nous plonge dans un univers et une narration qui fourmille de personnages dans un décor de grands banquets, parfois sombre et opaque. Je vous avoue qu'à la moitié du récit, je tombais de haut en me disant que ce titre avait tout d'une œuvre de jeunesse et que je n'arrivais pas à rentrer dedans. J'avais beau aimer les dessins denses et riches en hachures que propose cette œuvre, je me faisais une raison, j'aimais pas la narration de ce manga de Taiyo Matsumoto. J'avais beau me convaincre du contraire, il ne servait à rien que je me mente à moi-même. Voilà, c'est comme ça arrive, tant pis. Après ça va, hein, y a qu'un tome, il n'y a pas mort d'homme, encore quelques pages et c'est fini, je me disais. Puis voilà que je commence à mieux comprendre comment se déroulent les dialogues. Je perçois mieux les planches dans leur ensemble et surtout qui parle à qui et qui parle de qui. Donc c'est l'histoire de deux frères que je commence enfin à différencier. Puis le récit touche à sa fin avec une conclusion que j'ai trouvée magnifique, vraiment magnifique. De toute façon, je peux vous spoiler ça, à mon goût, les mangas de Taiyo Matsumoto ont toujours de très bonnes fins, ce qui est assez rare pour le signaler. Il faut quand même que je vous raconte mon expérience de lecture, exactement comment elle s'est passée, c'est important. Avant même cette superbe conclusion, j'étais en train de me dire « Attends, mais maintenant que tu saisis mieux ce que ça raconte, faudrait que je reprenne depuis le début. » C'est une idée qui s'est confortée au fur et à mesure que j'arrivais à la conclusion du récit. Puisque, comme je vous l'ai dit plus tôt, le bouquin est assez fin. Je vous le dis, jamais de ma vie j'ai relu un bouquin aussitôt après l'avoir fini. Mais là, on peut le dire, j'ai ressenti comme une espèce d'éveil en cours de lecture, sans mauvais jeu de mots avec le titre du manga. Alors, j'ai enchaîné ma lecture en reprenant depuis le début cette histoire qui se déroule au cœur des montagnes, en pleine nature. On suit un peuple composé de deux familles dont chacune a un rôle bien défini pour obtenir la protection des esprits de la nature. Les danseurs et les sculpteurs. Chez les sculpteurs de masques, Yuri l'aîné et Tsubaki le cadet sont les prétendants pour prendre la relève de leur père, le doyen des sculpteurs. Yuri, qui est doté d'un don exceptionnel, fait de lui le favori, mais son hypersensibilité l'empêche de sortir de chez lui. Tsubaki, qui n'arrive toujours pas à communiquer avec les esprits, est beaucoup moins doué pour la confection des masques, et malgré son obstination,
il sera raillé par les autres. Si ce récit poétique aborde les questions de la vie et de la mort au sein de ce peuple, c'est au gré des saisons que nous allons suivre l'évolution de cette famille entre deux frères que tout oppose autour d'un héritage et des traditions, sans oublier l'importance de la relation père-fils. Ce manga est une hymne à la vie et à la liberté. Alors que je m'apprêtais à fermer le bouquin, plein de satisfaction par cette expérience littéraire, je me suis attardé sur l'édito en fin de tome, histoire de prolonger le truc, qui remet en contexte ce récit qui à l'origine a servi de base pour une pièce de théâtre. Puis un peu comme un guide pratique, il recommande fortement de lire le manga exactement comme je l'ai fait plus tôt, en s'y prenant à 2 fois, tellement les niveaux de lecture sont multiples. Et voilà, tout s'explique. Au final, Taiyo Matsumoto Sensei a confectionné ce manga pour une immersion totale de la part du lecteur, ce qui fait que oui, ce n'est pas son manga le plus facile d'accès, par contre, la satisfaction que m'a procuré ce récit reste à ce jour encore inédite pour moi. J'ai espéré que d'autres personnes partagent cette expérience avec moi, plus d'une fois je l'ai offert pour des anniversaires ou des Noëls. Bon, j'ai pas eu les retours escomptés, je suis un peu l'ami qui vous veut du mal. Pourtant, j'ai rien inventé, les différents émois que j'ai ressentis durant ma lecture, c'était pas anodin et je vous souhaite de ressentir ça à votre tour. Voilà. Ça aussi, c'est un peu particulier car c'est une demande faite par les éditions du Louvre et je parle de Les Chats du Louvre. Si la reconnaissance du lectorat français pour les œuvres de Taiyo Matsumoto reste encore trop sectaire, il faut saluer les éditeurs qui, eux, l'ont mise à l'honneur. C'est le cas de la maison d'édition Futuropolis qui ont invité le mangaka en France afin qu'il visite le Louvre et qu'il s'inspire des lieux. Alors pour sûr qu'il a eu l'occasion de découvrir des pièces interdites au public, difficiles d'accès du moins, et qu'on n'aura jamais l'occasion de visiter nous humbles mortels, il a été invité à dessiner un récit pour la collection Les éditions du Louvre. Il fait partie du cercle très fermé des mangaka ayant eu cette occasion unique pour concevoir une œuvre inédite sur le Louvre. Il rejoint donc Jiro Taniguchi avec Les Gardiens du Louvre, Naoki Urasawa avec Le Signe des Rêves et Hirohiko Araki avec Rouen au Louvre. Mais aussi Daisuke Igarashi, Shinichi Sakamoto, Kazuya Terada et Maria Masaki qui ont contribué à un recueil d'histoires courtes avec Les Rêveurs du Louvre. Les Chats du Louvre a été proposé en 2 versions par Futuropolis, une en 2 tomes en noir et blanc avec 2-3 pages colorisées par le mangaka avec cette teinte si particulière du maître, et une intégrale colorisée entièrement par Isabelle Merlet, une intégrale qui économiquement était très intéressante mais qui est définitivement plus disponible à la vente, si ce n'est en version numérique. Pour ma part, c'est le choix que j'ai opté concernant cette intégrale couleur pour investir sur la version physique en 2 tomes noir et blanc. Une proposition que je trouve bien plus pertinente, même si au final, elle est plus coûteuse. Alors, comme le titre l'indique, on suit les péripéties de chats qui ont trouvé refuge au sein du Louvre. Le récit alterne entre une narration ancrée dans le réel, avec les employés du musée qui découvriront ces chats, qui squattent le Louvre, et une narration plus fantaisiste avec ces chats qui entre eux communiquent en incarnant des visages humanoïdes. Les événements qui se déroulent avec les chats jusqu'à la conclusion m'ont fait un peu penser à une réécriture du manga Éveil, dont j'ai parlé plus tôt, bien plus facile d'accès que ce dernier et avec des planches plus épurées qui mettent bien en valeur le musée du Louvre et certaines de ses œuvres. C'est certainement pas mon récit préféré de Taiyo Matsumoto, mais le thème de cette collection est bien respecté et ça reste un plaisir de se laisser porter par cette histoire un tantinet fantastique autour de ces chats qui vivent dans le musée. Après Amer Béton et Ping Pong, Gogo Monster est un manga de Taiyo Matsumoto qui s'inscrit dans cette trilogie sur le thème de l'enfance. Pour tout vous dire, je me serais fait offrir la première édition pour Noël à l'époque de sa sortie et j'ai vraiment eu l'impression de passer à côté de ce récit. J'aurais même pas pu vous dire de quoi ça parle à l'époque après l'avoir revendu avec bon nombre de mangas de ma collection. C'est lors de ma lecture du fameux catalogue d'exposition, je vous le remontre, voilà, sur Taiyo Matsumoto qui mettait en lumière ce titre de cette trilogie sur l'enfance qui m'a donné envie de redécouvrir ce récit.
Hop là. Je me suis donc démerdé pour me procurer de nouveau le bouquin en occasion à un prix assez correct pour me plonger dedans et l'apprécier enfin à sa juste valeur. Quelques mois plus tard, Delcourt Tonkam se décide enfin à réimprimer le manga. Enfin, c'était une bonne nouvelle, puis c'était une évidence à partir du moment où Amer Béton et Ping Pong sont rentrés dans la collection Prestige de Delcourt Tonkam. Alors oui, la direction artistique diffère de fou avec les deux autres titres, mais au final, pour sûr que Delcourt Tonkam n'a pas eu le choix, car ce bouquin est conçu avec un fourreau, est-ce que je vais y arriver, voilà, qui sert de coffret, car la conception, de ce bouquin fait que la première page du récit commence dès la première de couverture. Voilà. Donc pour une fois, pas grave que la collection ne soit pas homogène. À un moment, il faut savoir faire la part des choses, ce qui d'ailleurs rend ce manga un peu plus unique. Voilà, ma relecture de Go-Go Monster est au final une véritable découverte du récit. À l'époque, je devais être définitivement pas dans le bon mood. Cette fois-ci, je me suis immergé dans les tourments des deux garçons que l'on suit, entre celui qui voit des monstres et celui qui fait genre qu'il en voit. J'ai été très touché par leur sensibilité, de quoi nous rappeler que la perception d'un enfant n'est pas la même que celle d'un adulte et qu'il est important de prendre garde à cela. C'est typiquement le genre de bouquin que je vais prendre le temps de relire plus souvent, car je suis sûr que mes prochaines lectures pourraient me réserver de nouvelles surprises, tant Taiyo Matsumoto Sensei est très doué pour nous distiller plusieurs niveaux de lecture dans ses récits. Disons-le, c'est pas son manga le plus joyeux, néanmoins il se dégage une lueur d'espoir que j'aime tout particulièrement. Alors, à mon avis, tous ceux qui apprécient les œuvres de Keigo Shinzo, vous ne serez pas déçus, enfin vous ne serez pas dépaysés par Le rêve de mon père. C'est une série en 3 tomes au format moyen édité par Kana. Si graphiquement on est dans un style de dessin antérieur à celui du manga Amer Béton, on retrouve un style plus proche de Taiyo Matsumoto à ses débuts avec son manga Zero. Et pour faire un parallèle avec Kengo Shizo, on retrouve ce trait fin et si irrégulier dans ce manga, l'auto-école du collège Moriyama, que je vois un peu comme une inspiration manifeste au style de Taiyo Matsumoto, qui est aussi un de mes récits préférés d'ailleurs de Keigo Shinzo. Une admiration revendiquée dans son dernier recueil d'histoires courtes, Nos réactions, sorti chez nous dernièrement chez le Lézard Noir. Alors, Le rêve de mon père revient sur la relation particulière entre un père et son fils, qui se retrouve le temps d'un été. La mère de ce dernier, voyant que son fils ne profite plus de sa jeunesse, qu'il se prend un peu trop au sérieux dans les études et tout, et qu'il ne se fait pas de véritable ami, elle décide d'envoyer son fils retrouver son père avec qui elle est séparée. Il faut croire qu'elle a eu le nez fin, car le père du garçon est aux antipodes de son fils. Il a gardé une âme d'enfant, c'est un personnage entier, qui lie des liens très facilement avec son entourage et qui continue à croire en ses rêves de devenir un joueur professionnel de baseball pour son équipe de cœur, voilà, alors qu'il a 30 ans, une trentaine d'années. Si l'immaturité du père est manifeste, elle permettra aussi à son fils de revoir ses priorités et ses relations avec les autres. Puis comme beaucoup de mangas du maître, on a le droit à un final assez somptueux. C'est vraiment une des caractéristiques qui me plaît le plus chez Taiyo Matsumoto, c'est qu'il conclut très bien, mais alors très bien ses récits. Dans un style totalement différent de ce que nous a proposé Taiyo Matsumoto, que ce soit dans Le rêve de mon père, dans Go-Go Monster, mais aussi Number 5 et Éveil, ce qui est juste fou quand on y réfléchit. Cette fois-ci, on retrouve le mangaka uniquement au dessin. Dans ce manga, Le Samouraï Bambou, une série éditée en format moyen en 8 tomes par Kana. Un style graphique qui reprend ce trait si caractéristique des estampes japonaises, c'est l'histoire d'un ronin qui a troqué son katana contre un sabre en bambou, d'où le titre du manga. Il nous fait un peu penser à Kenshin le vagabond qui avait retourné la lame de son katana avec le vœu de ne plus jamais tuer et se repentir de son passé sanguinaire. L'histoire débute comme un récit tranche de vie. On retrouve des marottes du mangaka, même s'il n'est qu'au dessin. Les enfants, le quotidien, la satisfaction des choses simples de la vie, les introspections, la nature, tout ça. Puis si lors des premiers tomes on reste sur un manga très chill avec ce trait néanmoins si singulier du mangaka, malgré le parti pris d'un style qui diffère nettement de ses autres œuvres, je le répète. Il finira par nous livrer des planches avec des illustrations d'une noirceur tout bonnement exceptionnelle et des compositions tout aussi inédite, nous rappelant qu'il maîtrise l'illustration et l'art du mouvement comme personne. Je connais peu de lecteurs qui ne soient pas tombés sous le charme de ce manga et de ses propositions.
ou alors faut vraiment être un vrai noob. Pourtant, les chiffres de vente montrent qu'il mériterait que beaucoup plus de personnes se penchent dessus, et qu'ils osent avancer en terrain inconnu. Si au premier abord, les récits de tranches de vie, ce n'est pas vraiment leur truc, pour le coup, là, vous ne serez pas déçus, je dirais même que votre curiosité sera récompensée, car si pour vous, il est nécessaire qu'un manga soit saupoudré ne serait-ce que d'un zeste d'action et de violence, pour ça, ce manga est formidablement bien équilibré. Au passage, le tome 6 du Samouraï Bambou est considéré par certains comme étant un tome légendaire, du genre badass. Quand je chine un peu sur Manga Collect pour regrouper les œuvres de Taiomatsu qui n'atteignent pas les 1K de personnes qui possèdent cette licence, il y a Sunny. Voilà, une série format moyen parue en 6 tomes chez Kana qui stagne au chiffre de 997 personnes. Alors je lui ai laissé un peu de temps afin qu'il franchisse cette étape si symbolique des vidéos manga no flop, mais force est de constater que les ventes stagnent et que le palier n'est toujours pas franchi. Et pourtant, le manga est peut-être son titre avec le plus gros potentiel en matière de porte d'entrée dans l'univers de Taiyo Matsumoto. Il est aussi le plus personnel, où il s'inspire de son enfance dans un orphelinat. Il peut aussi être considéré comme facile d'accès tant son dessin continue d'évoluer. Il s'y dégage une forme de maturité. Surtout lorsqu'on le compare à ses titres précédents, on y retrouve sur certaines pages ou illustrations sa colorisation si singulière, celle qu'on a aperçue dans Éveil et qu'on retrouvera dans Les Chats du Louvre. Je vous renvoie également à son dernier artbook, où l'on peut apprécier toute l'étendue de son talent pour les illustrations et sa palette des couleurs, mettant en scène comme souvent des enfants dans leur quotidien. D'ailleurs, on retrouvera des personnages du manga Sunny, ce qui donne toujours une valeur ajoutée à son récit. Voilà, le manga est doux, amer, les personnages sont très attachants, de par leur pudeur mais aussi leur candeur. Parfois le déni les accompagne quant à leur situation vis-à-vis de parents qui ont fait le choix de les abandonner, ou de les laisser à la charge de l'orphelinat pendant un temps indéterminé. Puis cette vie en communauté, ce sentiment de solidarité qui touche les enfants de l'orphelinat, nous offre ce petit plein d'espoir dont ils ont tant besoin, et nous aussi. C'est un bijou de tranche de vie, c'est beau, mais voilà, même si ça vous paraît pas évident à première vue, on les entend, les gens qui parlent de dessin du niveau d'un enfant de 5 ans. Alors voilà, ça dépend de votre sensibilité. Lire du Taiyo Matsumoto, ça reste une expérience assez subjective, au même titre que l'art et la poésie, mais objectivement, c'est pas donné à tout le monde de produire ce que je considère être des chefs-d'œuvre à l'appel. Voilà. Et oui, ça peut demander un brin d'investissement de lire du Taiyo Matsumoto. D'abord, ça a un coût, puis ensuite, il faut prendre le temps de s'octroyer ce moment pour lire une de ses œuvres. Elles peuvent rester un temps indéfini sur votre pile à lire, sachons-le. Puis le jour venu, vous serez enfin décidé, je vous souhaite d'y trouver votre compte, tout en vous demandant comment avez-vous pu attendre si longtemps pour vous plonger dans l'univers de Taiyo Matsumoto. Et pour sûr que vous serez récompensé. Dernièrement est sorti le dernier titre en date du mangaka dans nos contrées. Dites-vous qu'on est un peu les derniers si on se compare à nos voisins italiens et espagnols. Je parle évidemment de son manga Tokyo Egolo ou Tokyo ces jours-ci. Alors c'est une série finie en 3 tomes, parue au Japon, donc toujours format moyen. Je l'ai déjà dit, mais c'est quand même dommage que Kana nous ait pas proposé les tomes simultanément, dans un coffret ou pas, on s'en fout en vrai. Ce qui est sûr, c'est que toute la fanbase du maître attend ce titre déjà depuis plusieurs années, et que la plupart doivent s'être jetés dessus dès sa sortie. D'ailleurs, ce titre est très facile d'accès pour le coup. J'ose espérer que si le manga n'a pas encore dépassé la barre des 500 personnes dans Manga Collect, c'est aussi peut-être parce qu'il y a une base de consommateurs et de lecteurs des œuvres du maître qui est extérieure à tout ce qui touche l'univers du manga, ou juste qui n'utilisent pas ce genre d'application, car pas au courant ou juste pas collectionneur de manga, mais qui consomment la BD de manière plus universelle et qui englobe tout le 9e art. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Faites-moi confiance, lire du Taiyo Matsumoto n'est pas réservé à une pseudo-élite. En vrai, c'est loin d'être des œuvres que l'on peut considérer de niche, bien que je le comprends aussi. En étant tout à fait honnête avec vous, oui, il y a des titres qui demandent plus d'investissement que d'autres. Et si le coût des livres peut être un frein pour faire ce premier pas dans l'univers de cet auteur si particulier, dites-vous que votre achat sera largement amorti tant le capital de relecture de ces œuvres est riche, tout en sachant que ces relectures peuvent vous accompagner tout au long de la vie.
en vous apportant, selon la période de votre vie, un tout autre niveau de lecture. Avec Taiyo Matsumoto Sensei, il y a tout pour faire un monde, du manga de sport, du manga de tranche de vie, de la SF, du manga de samouraï. Vous en avez pour tous les goûts et pour tous les publics. Voilà. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo Manga no Flop consacrée aux œuvres du mangaka Taiyo Matsumoto. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, n'hésitez pas. En soi, que ces titres ne trouvent pas leur public n'est pas un drame en soi, puisqu'en ce qui concerne cet auteur, les maisons d'édition sont plutôt passionnées par son travail, et c'est tout à leur honneur. Bien sûr, on attend toujours les rééditions des mangas Zéro et Printemps Bleu, que j'estime être des œuvres tout aussi importantes. L'un sur la boxe et l'autre sur les Furio. Voilà, oui, j'ai bien dit les Furio, mais à la sauce Matsumoto. Pour vous aider à vous donner toujours plus envie de découvrir cet immense artiste, sachez que vous pouvez découvrir les adaptations animées de La Mer Béton sous la forme d'un film d'animation qui a eu le droit à sa programmation au cinéma à l'époque de sa sortie, pour vous dire, et une série d'animation pour la licence Ping Pong qui a été réalisée par Yuasa Masaaki. Ah, une sommité de l'animation qui fait honneur au manga et à l'esprit de son auteur. Alors faites-vous plaisir. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir maté la vidéo ou de l'avoir juste écouté, puis n'hésitez pas à commenter, plus que les vues, c'est ce que je guette le plus, et n'oubliez pas vos Taiyo Matsumoto pour Noël, ou avec les chèques cadeaux de Noël, voilà. En vrai, le tome 1 de Sunny doit passer la barre des 1K au 1er janvier 2025 sur Manga Collect, c'est la base. Allez, ciao.